Bien, bonjour, merci, merci aux organisateurs de nous accueillir. Donc, je suis Amélie Alétru, je suis maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université catholique de l'Ouest et je travaille dans deux laboratoires, le LIRFE, donc qui est le laboratoire de sciences de l'éducation de mon université, l'Université catholique de l'Ouest, et au CREN, donc Centre de recherche en éducation à Nantes. Voilà, donc moi je suis Alexandra Clavé-Mercier, je suis maîtresse de conférences en anthropologie sociale et culturelle et à l'Université catholique de l'Ouest et j'appartiens donc aussi à deux laboratoires euh, au sein de l'UCO 2S2T et je suis également attachée en tant que membre associé à CITER à l'équipe COST. Donc, dans le cadre de cette communication, nous allons vous présenter un projet qui en est à son début, hein, où nous nous proposons de travailler sur les interactions entre les enseignants et les enfants issus de familles itinérantes et du voyage. Donc voilà, ça c'est la thématique qui nous intéresse. Et dans le cadre de cette communication, on va essayer d'aborder avec vous en fait ce que travailler sur cette rencontre-là qui est aux marges, hein, qui est spécifique, qui est particulière, parce que ce ne sont pas des enfants qui sont, enfin, je ne dévoile pas, tu parleras de ces élèves-là. On travaillait sur cette rencontre-là, qu'est-ce que ça peut révéler plus largement de l'école et du métier. Donc, pour ce faire, nous allons aborder plusieurs points. Alexandra appréhendera avec vous ce qu'on appelle cette catégorie EFIB, hein, c'est l'acronyme. On abordera aussi les observations qu'on a pu faire sur le terrain, les questionnements qui en sont issus. On présentera notre objet de recherche et qu'on va travailler à travers une recherche collaborative. L'idée étant de se questionner sur ce qui sous-tend les interactions entre enseignants et FIB. Et pour ça, on croise nos disciplines. Donc, on abordera avec vous l'intérêt de ce croisement conceptuel disciplinaire et du coup qui a un impact sur un croisement méthodologique sur le terrain. Il n'y a rien. Ah oui, Mais oui, c'est normal. ça y est, ça vient. Donc pour commencer, de qui on parle? Donc dans le titre de notre communication, le terme c'était enfant, je ne sais même plus, tiens, enfant voyageur, merci. Je vous assure, c'est nous qui l'avons écrit. Donc, enfant voyageur, là, on vous parle de catégorie EFIV. Effectivement, EFIV, c'est la catégorie institutionnelle de l'éducation nationale qui signifie enfants issus de familles itinérantes et du voyage ou, des fois, on trouve aussi et de voyageurs. Bref. Voilà, donc ça, c'est la catégorie de ces, utilisée par l'éducation nationale pour parler d'enfants qui sont des enfants d'une autre catégorie qu'on appelle les gens du voyage en France. Donc, une catégorie de personnes, une catégorie juridico-administrative, hein, gens du voyage, pour désigner des personnes qui ont un mode de vie itinérant ou semi-itinérant. Voilà. Donc, c'est une catégorie de l'éducation nationale qui est travaillée dans l'éducation nationale qui dépend en fait des CASNAV. Donc, on l'a pas précisé là, mais les CASNAV sont les centres académiques pour la scolarisation des élèves nouvellement arrivés et ça rentre pas dans l'acronyme, mais c'est la suite, et des enfants issus de familles itinérantes et du voyage. Donc, en gros, les CASNAV s'occupent des allophones et de ces enfants du voyage. C'est pas nouveau, hein, c'est bon, là c'est encadré par la circulaire de 2012. C'est là qu'il faut faire une pause. Et donc cette circulaire de 2012, merci, nous dit que ces élèves nécessitent une prise en charge particulière au sein de l'école en raison de leur mode de relation discontinu à l'école. C'est comme ça qu'ils sont présentés. Donc, c'est pas nouveau, comme je vous le disais, parce que avant même que la catégorie gens du voyage existe, qui existe depuis 1970, on parlait de nomades en France. Hein, c'était l'autre catégorie juridico-administrative qui l'a précédée. Et déjà, à ce moment-là, il y avait un certain nombre de modalités de prise en charge de ces élèves hein, qui étaient auparavant identifiés comme nomades. Donc, ça fait très longtemps que c'est un public qui est pensé comme étant qui est particulier, comme étant spécifique, et qui, à ce titre, au titre de sa spécificité, euh, officiellement spécificité qu'on réduit au mode de vie itinérant,
mais sous-entendu derrière, il y a plein de spécificités ethniques qui ne sont pas nommées. En tout cas, voilà, ce public est pensé comme spécifique, comme éloigné de l'école, et donc il faut travailler avec des dispositifs particuliers, des moyens particuliers pour essayer de le raccrocher à l'école. Donc, concrètement, donc on a une catégorie, puis qu'est-ce qui se cache derrière cette catégorie en vrai, si on peut dire en tout cas, qu'est-ce qui ressort généralement du côté des enseignants concernant les élèves qui appartiennent à cette catégorie? Globalement, c'est des problèmes, des difficultés. On pourrait dire que ce sont les deux termes qui, quand on parle à des enseignants d'enfants du voyage, voilà, c'est jamais des réactions très positives qui vont arriver. Tout de suite, c'est compliqué, c'est des problèmes, c'est des difficultés. Et donc, c'est toujours plein de tout ça, plein de besoins, plein de problèmes qui sont mis en avant pour aussi justifier cette prise en charge spécifique. Donc, les problèmes, c'est quoi? Ça peut être, en premier lieu, peut-être la discontinuité scolaire, le fait que dans le cas de familles qui sont itinérantes ou semi-itinérantes, qui voyagent une partie de l'année, les élèves ne sont pas pris en charge du coup dans un même établissement scolaire tout au long de l'année. Donc, ça peut occasionner des ruptures dans la scolarité. Mais c'est le cas aussi pour nombre de familles du voyage qui sont sédentaires et dans lesquels les enfants ne vont pas non plus de manière régulière, assidue à l'école. Donc voilà, donc l'absentéisme aussi qui est régulièrement mis en avant au sujet de ces familles, un absentéisme soit par période, soit perlé. Des problèmes de comportement aussi très souvent. Quand les enseignants évoquent des cas de gens du voyage, d'enfants du voyage, tout de suite ça va être associé à des comportements qui ne correspondent pas à ceux qui sont attendus voilà au sein de l'école, hein, dans la norme scolaire. Des retards importants sur les acquis scolaires, des retards qui se comptent souvent en plusieurs années, hein. En tout cas tel que c'est mis en avant par les enseignants, et puis une déscolarisation au moment du passage au collège, une très forte déscolarisation au moment du passage au collège, et particulièrement pour les filles. Voilà, ça, ce sont les gros points, on pourrait en citer encore, mais qui sont souvent soulevés pour définir ces élèves et filles. Et toujours, tous ces éléments sont toujours expliqués d'une certaine manière en les raccrochant à une identité qui est assignée d'une certaine manière, qui est ou supposée celle d'enfants du voyage, en disant, mais en fait, tout ça, c'est normal, les retards, les comportements, tout ça, parce que, de toute façon, c'est des enfants du voyage. Voilà. Peut-être juste parce que vous l'avez compris à travers, c'est une catégorie qui a l'air homogénéisante, mais qui cache en réalité une très grande diversité de profils. Voilà. C'est moi qui poursuis? Oui. Alors, donc nous, on s'est donc dans ce projet-là qu'on a construit ensemble avec Amélie, on est parti d'observations diverses et de questionnements qui sont les nôtres et qui sont les nôtres de nos places différentes et avec nos casquettes différentes. Une première série d'observations et de questionnements issus du terrain, enfin qui nous ont amenés à construire cette recherche de cette manière. Ce projet, concerne des observations vraiment du côté des enseignants et des pratiques professionnelles, puisqu'en fait, il y a de nombreuses représentations qui véhiculent au final une forme de culturalisme, puisque ces élèves auraient tous et toutes une culture qui leur est propre et qui expliquerait leur éloignement de l'école. Donc, il y a quand même un certain nombre d'ethnicisation, pour le dire rapidement, des difficultés scolaires, au point que peut se poser réellement la question de l'éducabilité de ce public, de la part, quand je dis peut se poser, de la part de certains enseignants. Voilà, certains enseignants qui mettent en avant des gestes professionnels qui sont chahutés par rapport à tous les points que j'ai nommés précédemment. Donc, il peut y avoir du côté enseignant des formes de résistance tacite ou explicite vis-à-vis de la prise en charge de ces élèves-là. Et dans tous les cas, on note un sentiment globalement partagé d'être dépourvu et de ne pas savoir comment s'y prendre, comment faire avec ces élèves. Alors, depuis nos deux positions aussi de formatrices auprès de publics différents, ce qu'on peut repérer, c'est que dans les maquettes de formation, en tout cas universitaires, il y a une absence
en tout cas, c'est pas dit explicitement que dans la formation des enseignants notamment, on pourrait s'intéresser à la prise en charge de ce public-là. Donc en fait, soit c'est pas écrit, soit c'est sous-entendu, mais ça reste à la discrétion des formateurs de penser la spécificité de la prise en charge ou la non-spécificité. Hein, je mets ça, je ne dis pas qu'il faut que ça soit spécifique ou pas spécifique, mais en tout cas, c'est une réflexion qui reste implicite. Donc, ce qu'on peut repérer aussi dans les actions de formation, alors moi c'est plutôt en formation initiale et continue des enseignants, c'est que c'est absent des maquettes, ça je vous l'ai dit, que dans la lignée de ce que vient de dire Alexandra, souvent ça se rapporte du point de vue des enseignants à des problèmes, à des difficultés, c'est quelque chose qui est compliqué. Et sur le plan institutionnel, hein, et ben, ça reste en fait, ça reste en marge des plans de formation. Donc voilà, pour faire le lien avec notre thématique, hein, c'est en marge et donc ça relève d'une incompréhension généralisée. Ouais, donc je rajouterais, pardon, ouais, sur en tant que formatrice, donc moi je suis pas formatrice INSPE, donc, mais par contre, en tant qu'anthropologue, on me demande régulièrement d'intervenir dans le cadre de formations continues auprès des enseignants, qui sont des formations un peu de type culturel, quoi. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'apporter des éléments culturels pour mieux comprendre le public. Et en fait, donc je me prête au jeu volontiers en essayant à chaque fois de déconstruire un peu cette approche culturaliste, moi que je partage pas, en soulignant la diversité, l'hétérogénéité en fait des profils qui cachent derrière cette catégorie. Et en fait, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que cet apport de connaissances culturelles, ou en tout cas voilà, ne suffit pas, parce que ben, une fois qu'on a ça, ok, mais qu'est-ce qu'on en fait en fait Et donc ben, là, moi, je m'en vais, mais les gens ils continuent à se poser les mêmes questions qu'avant. Peut-être un petit peu moins, ou peut-être, mais voilà. Et puis, pour finir, en tant que chercheur, ce qu'on a pu remarquer aussi, quand même, de manière générale, on va dire, c'est que il s'agit là d'un public qui est, d'un côté, on pourrait dire, survisibilisé dans les discours quotidiens, notamment dans les médias, et toujours, encore une fois, en ce qui concerne des choses plutôt, des éléments négatifs ou des faits divers, mais un public qui est complètement invisibilisé du point de vue de la recherche. On pourrait dire, finalement, les travaux sur les gens du voyage se situent en marge, là aussi, de la recherche, sont assez peu nombreux, principalement d'inspiration sociologique, on pourrait dire. Et au niveau de l'institution, il s'agit aussi d'un public en marge, on l'a vu par rapport au plan de formation, mais voilà, c'est ce que montre aussi, quelque part, une sorte de déséquilibre des actions des CASNAV dont on parlait tout à l'heure, puisque le CASNAV a deux publics cibles, et donc les EANA et les EFIV. Et en fait, on observe bien à l'échelle nationale qu'il y a beaucoup plus d'actions qui sont menées pour les allophones, pour les EANA, via les CASNAV. Et puis, on peut le voir aussi, ce côté en marge de l'institution, via l'existence même d'une commande de recherche qui avait été faite et à laquelle j'ai participé par le défenseur des droits, qui avait donc commandité une recherche sur les conditions de scolarisation effective de ces élèves-là. Donc, on voit bien là aussi qu'on se situe dans une certaine marginalisation. Juste pour compléter par rapport à ce que tu disais, là, nos entretiens sur le terrain avec des acteurs institutionnels, hein, par exemple, sur un département, ils nous disaient qu'ils estimaient à 95%, 5% les équilibres, un ratio, voilà, préoccupation et action vis-à-vis des EANA, donc 95%, et 5% vis-à-vis des EFIV, pour exemplifier un peu. Ouais. Et pourtant, ça continue à être compliqué pour les enseignants, mais voilà. Donc, deux postulats de départ, en fait, ont motivé la construction de ce projet-là. D'une part, voilà, je reviens pas là-dessus, mais la nécessité de dépasser une approche culturaliste qui est communément partagée concernant ce public et qui considère qu'en fait, que globalement, pour le dire vite, que ces difficultés dans la scolarité des EFIV relèveraient finalement uniquement de leur spécificité culturelle, de leur mode de vie, et donc finalement leur serait imputable. Donc, on est un certain nombre à avoir travaillé là-dessus précédemment et à avoir montré ça, cette nécessité de dépasser cette approche-là, puisque les spécificités culturelles et les modes de vie ne suffisent pas, ne sont pas finalement pertinents ou pas uniquement pour expliquer l'ensemble des difficultés rencontrées dans la relation enseignant-enfant du voyage. Et aussi, par ailleurs, nous partons de ce postulat-là, selon lequel les réussites et les échecs scolaires, ce qu'on nomme comme ça au sein de l'institution,
plus globalement les rapports à l'école, proviennent de croisements entre des dispositions personnelles, entre des expériences scolaires antérieures, que ce soit celles des enfants et ou de leurs parents, et aussi, pour finir, des interactions élèves-enseignants qui sont vécues quotidiennement. Et du coup, nous, notre proposition, c'est de dépasser ça pour aller. Ouais, merci. C'est de dépasser ça justement pour aller regarder et analyser in situ et de manière participative, en faisant participer les enseignants à l'analyse, à cette analyse-là, d'aller regarder les interactions pour réellement comprendre ce qui se joue en situation dans cette rencontre enseignant-enfant du voyage, quand les situations sont présentées par ailleurs comme étant compliquées, problématiques. C'est bon? Ouais. Donc, on s'engage dans une recherche collaborative pour justement questionner ce que je vous disais, ces interactions. Et donc, on se base sur le fait qu'on va aller regarder ce qui se passe dans les interactions, donc en situation, sous l'angle de l'activité interactionnelle telle qu'elle est culturellement marquée. Alors, entendons-nous bien, si je dis culturellement marquée, je prends le terme de culture au sens de Brunner et pas au sens culturaliste, c'est-à-dire la culture comme étant un bien commun partagé, voilà, avec des variantes des différences, mais en tout cas, à chaque fois comme étant une ressource à la disposition de tout individu pour agir selon les buts qu'il se donne, les contraintes qu'il estime être les siennes, les marges de manœuvre qu'il a, et les outils qui sont à sa disposition de manière implicite. Donc, sur le plan conceptuel, on se base sur la conceptualisation dans l'action, un cadre de Vergniaud en analyse de l'activité, où on va repérer les buts des acteurs, leur manière de faire et les valeurs qui sont agissantes et bien souvent à leur insu. Donc, notre attention, c'est vraiment sur la dimension culturelle et encore au sens non culturaliste, je préfère vraiment bien identifier ça, cette dimension culturelle qui façonne de manière implicite les manières de faire des acteurs, donc dans les schèmes d'action. Voilà, on questionne vraiment les représentations qui sont celles des acteurs et qui façonnent de manière implicite les interactions scolaires. On s'intéresse à la fois aux dimensions verbales, mais aussi aux dimensions non verbales. Je fais un petit lien avec ce qui était dit ce matin et la question que posait Loïc Pulido. Donc, on va mener une recherche collaborative. Donc, on va chercher avec les acteurs et non pas sur eux. Donc, c'est une recherche qui est vraiment conduite avec eux, par eux et pour eux. Donc, on va co-construire. On est au début du travail. Donc, pour l'instant, on a approché le terrain par le biais des acteurs institutionnels. On n'est pas encore dans la rencontre avec les enseignants. Mais l'idée, c'est de co-construire avec le terrain la problématique. C'est-à-dire construire ensemble ce sur quoi les enseignants ont envie de travailler. Co-construction du questionnement, analyse partagée dans le dispositif qu'on va proposer et qu'on ne présentera pas là, parce que ce n'est pas le lieu. Et ce sont des dispositifs qui ont des retombées formatives. Donc, cette approche interdisciplinaire, il nous reste 2 minutes. On croise le champ qui est le mien, qui est celui de la didactique professionnelle et plus précisément d'une perspective interactionniste en didactique professionnelle, avec celui d'Alexandra qui est celui de l'anthropologie sociale et culturelle. Et on va articuler et mettre en dialogue les points de vue des acteurs en croisant ces deux entrées-là. Je passe un peu vite pour aller jusqu'au bout. On pourra revenir, si vous voulez, après sur le croisement méthodologique, mais on va à la fois travailler sur ce qui se passe en classe et à la fois par les observations en immersion que va mener Alexandra sur les interactions entre pairs. Sur leur perception et leur expérience de leur scolarité par les élèves pour rapporter ça aux enseignants et les faire réagir dessus aussi dans le cadre de la co-explicitation qu'on va mener avec eux. Donc, on va vraiment mettre en dialogue dans le dispositif nos observations, nos disciplines, nos méthodologies. Ouais. Voilà. Bon, dernière diapo, rassurez-vous. On va tenir les délais. Il nous reste 1 minute, c'est parfait. Donc, l'idée de ce projet, finalement, il nous semble que ce projet, en tout cas, c'est l'ambition qu'on a, permet de questionner de manière empirique finalement des formes d'ethnocentrisme scolaire et des formes de culturalisme qui façonnent ces interactions. Du moins, c'est comme ça qu'on a pu déjà le toucher du doigt sur des recherches précédentes. Et voilà, donc à l'origine, la réflexion, elle est bien centrée sur les interactions entre enseignants et EFIV, mais les retombées de ce projet nous semblent vraiment de nature à interroger plus largement
des dimensions fondamentales du métier, puisque ce détour par la marge là permet de renouveler le regard sur les représentations qui sous-tendent les pratiques enseignantes dans leur ensemble, et donc, par exemple, d'interroger à nouveau frais les notions de réussite, les notions d'échec, les notions d'émancipation par l'école aussi. Voilà, avec voilà, toujours dans cette idée de passer par les marges pour interroger le centre. Hein. Je fais un petit, on boucle la boucle. Je fais un petit clin d'œil au propos de Marian, au propos introductif du colloque. Voilà, donc on espère de cette recherche des retombées formatives pour les participants, enfin pour les participants, pour les enseignants en fait qui vont collaborer avec nous sur cette recherche, mais aussi au-delà, puisque on pense que ce projet pourrait permettre de nourrir la réflexion sur la formation des enseignants de manière plus large. On va s'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. La parole à l'auditoire. Oui, Amandine. Dynamique, très intéressante qui, en effet, je crois, met en lumière vraiment la dimension holistique de ce sujet, hein, des marches. Explicitement, c'est-à-dire passer par la marche pour interroger le centre, peut-être pour le faire bouger. J'ai une question très valide. Vous avez défini donc ce public et filles, qu'est-ce que ça voulait dire cette acronym, etc. Et à un moment donné, vous l'avez comparé au reste du public pris en charge par les CASNAM, les enfants, l'événement arrivé. Ma question, est-ce que vous pourriez donner une estimation chiffrée du nombre d'élèves qui sont concernés, qui sont identifiés EFI? Je n'ai pas du tout aucune connaissance. Je veux dire qu'il y a une extrême variabilité sur l'ensemble du territoire, Oui. déjà. Okay. En termes de chiffres, non, je pense que peut-être. Bon, alors moi j'ai un problème, c'est que j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres de manière générale, donc mais voilà. Mais après, il y a d'autres problèmes au-delà de celui-là. Il y a aussi le fait de comment on identifie ces enfants-là, en fait, parce que c'est pas écrit sur leur. Ouais. Mais avec, en fait, il y a des pilotages qui sont vraiment extrêmement hétérogènes en fonction des académies. Donc, des pilotages, des moyens mis en œuvre qui sont pas les mêmes, des dispositifs qui existent dans certaines académies et pas dans d'autres. Ce qui fait que c'est vraiment, c'est très, très variable et c'est flou. Donc voilà. Donc, dans certaines académies, il y a des dispositifs. Maintenant, il n'y a plus de classe spéciale enfants du voyage, ou presque plus, on va dire. Mais il y a des dispositifs qui existent et dans lesquels on sont scolarisés un certain nombre de ces enfants-là. Mais il y en a d'autres qui sont complètement invisibilisés aussi. Hein, donc, c'est voilà. C'est fou. Bah ça, c'est des vraies questions, moi, que j'ai pu observer sur le terrain de la part des acteurs scolaires. C'est-à-dire, en fait, et des fois, ils font des paris, genre, bon, bah, en fait, lui, on pense que c'est un EFIV, mais on n'est pas vraiment sûr. OK, mais comment on pourrait être sûr? Ben, on va lui demander. OK, et donc là, il y a différentes stratégies à partir de là, de la part des jeunes en question. Déjà, en fonction de leur âge, hein, c'est pas la même chose pour un gamin de 5 ans ou un de 15, mais c'est quoi? Et puis, alors, ça dépend comment la question lui est posée. Est-ce que tu es EFIV? Qu'est-ce que ça veut dire être EFIV? OK. Est-ce que tu es gens du voyage? Est-ce que tu fais partie de la communauté des gens du voyage? En France, on dit beaucoup des choses comme ça. Ça fait pas forcément sens non plus. Est-ce que tu es voyageur? Ou alors, est-ce que tu habites en caravane? Sauf qu'il y en a plein qui habitent pas en caravane. Donc, voilà. Puis, et puis, ça va être aussi une stratégie de la part des parents, des fois, pour être scolarisés dans certains dispositifs, en raison des modalités pédagogiques de ces dispositifs-là, souvent qui sont appréciés par les parents aussi, le plus petit nombre, une proximité avec les enseignants, tout ça. Donc, ils vont essayer de jouer sur, OK, moi, je suis pas voyageur, mais j'ai une grand-mère du voyage, ça compte? Enfin, vraiment, j'ai vu des situations comme ça, voilà, où les enseignants hésitent à savoir est-ce qu'on peut le prendre en charge, lui, est-ce qu'on a le droit ou pas. Donc, c'est hyper labile. Oui. Voilà. Je parlais de l'initiation par les scolaires, par
Par l'éducation, l'obligation, marginalisation de ces enfants de voyage, on aimerait avoir, ce n'est pas peut-être une sensibilité plus de ce qu'on parle. Ils sont repliés dans la même école, dans la même communauté. On parle de politique, moi, quand je dis politique, les enfants au lycée, on continue avec des projets. Si tu les passages. On t'envoie chez les Roms. Oui. Vous voyez, marginalisation dans la salle de classe. Je suis assise derrière, pas parce que je suis Rome. Je ne suis pas Rome, et il ne s'agit pas d'être Rome, on fait vulgaire, mais on marginalise déjà. Je suis roumaine, je le dis. Mais quand je voyage, parce qu'il s'agit de marginalité quand on est enfant, mais aussi adulte, quand je voyage, je n'ai pas envie de aller dans la rue. Je fais mes collègues, c'est un café. La rue de Rome, pourquoi? Parce qu'on parle de ces gens de voyage, fait qu'on arrive à un certain point, on est déjà facilement vous voyez, les gens du voyage, ça peut être très large. On risque ici, peut être aussi des gens du voyage. C'est vraiment très, très difficile de mettre. Et voir eux-mêmes comment ils sont perçus. Donc, ça, sachant qu'actuellement, il y a un texte où on va donner la liste aux gens du voyage, on va avoir certaines places dans les collèges, dans les universités pour pouvoir. Et ça reste une fierté pour les jeunes qui arrivent à se grader. Ouais. Ça, en Roumanie, effectivement, parce qu'en Roumanie, la minorité rome dont vous parlez là, qu'on n'appelle pas gens du voyage de fait, puisque gens du voyage, c'est une catégorie administrative française, mais en Roumanie, la minorité rome est reconnue comme une minorité nationale. Donc, ce qui fait qu'effectivement, il y a une politique de quotas et de discrimination positive. Ouais. Il reste 2 questions, mais je les demande très courtes et on pourra poursuivre à la fin parce que pour l'instant, on a réussi à gagner du temps pour la fin. Alors, il s'installe une relation un peu de proximité avec certains enseignants qu'il voit sur le long terme, hein, toute la journée. Le changement de système, et tu diras beaucoup mieux que moi, leur fait, voilà, il y a un changement de repère qui fait qu'il y a une histoire de confiance qui était installée, qui de fait n'est plus là. Ouais. Oui, il y a quand même beaucoup de choses. On peut revenir là-dessus. On a plein d'exemples qui le montrent en travaillant l'accompagnement du passage école-collège, en fait. Puisqu'il y a beaucoup cette idée d'enseignants référents à l'école primaire et qui est complètement perdu au collège. Donc ça se travaille, ça s'accompagne et dans ce cas c'est plus une vérité du coup moins. Mais de l'autre côté, c'est souvent vu comme c'est parce que les filles vont se marier jeunes, parce qu'il y a la puberté, ce qui peut permettre d'excès. C'est aussi une réalité pour certaines familles. Qu'ils le disent comme ça, qu'ils le présentent comme ça, mais ce n'est pas généralisable. Une dernière question. Et à l'époque, c'était un module pour donner un peu sur les gens du voyage, et un peu les enseignants qui ils sont, d'où ils viennent, etc. Et je me demande comment c'est le métier qui se passe en fait après. Mais je me demande comment cette intervention n'aurait pas une incidence sur la représentation initiale. Peut-être que ça pourrait être intéressant de mesurer s'il y a une évolution de la représentation et du coup, si cette évolution leur permet de reconsidérer certaines de leurs pratiques. Oui, je me tire une balle dans le pied quand je dis il se passe rien après. C'est juste qu'en fait, ça fait des années et je me dis peut-être ça ne suffit pas. Peut-être ça aurait été plus juste de dire ça comme ça. Mais oui, parce que en faisant des observations dans les classes, je le disais l'autre jour, mais j'ai pu observer que parce qu'ils ont des enfants du voyage en face d'eux, les enseignants, ils mettent en place des projets avec des supports pédagogiques qui parlent forcément de la roulotte, du hérisson, du cirque, du flamenco et donc de tout un tas de stéréotypes qui mobilisent tout un tas de stéréotypes qui pensent, eux, utiles et pour faire entrer les élèves dans les apprentissages. Le culturalisme. Et donc ça, moi, je reviens là-dessus, effectivement, en formation pour expliquer la complexité des choses. Mais on pourra en reparler après. Merci. Juste dire que c'est très, très rapidement, c'est ce qui nous intéresse aussi sur l'approche qu'on veut développer, donc une recherche collaborative, en fait, on va pas aller en disant, voilà, c'est ça la culture, mais plutôt interroger les enseignants sur
on va le faire plus ou moins explicitement, ça dépendra comment se passe l'enseignement, les situations, les entretiens, mais quand tu fais ça en classe, tu vois, on a filmé, on regarde, qu'est-ce que tu as vu qui te fait faire ça? À quoi tu as pensé à ce moment-là, etc. Donc, c'est leur faire désincorporer, en fait, les valeurs qui font qu'ils agissent comme ils le font. Voilà. Prendre conscience de leur cadre de référence. Et du coup, voilà, avec cet effet formatif derrière. Merci Amélie, merci Alexandra. Merci beaucoup.